Bonjour et bienvenue en direct du salon Sorum de Bordeaux. Je suis en compagnie de Jonathan Chauve qui représente la marque Sodade. Jonathan, je vais commencer par te demander, mais qui es-tu? Est-ce que tu peux te présenter? Est-ce que tu peux présenter également la marque Sodade? Voilà, donc bonjour, donc je suis Jonathan Chauve, je suis le créateur de la marque Sodade. Voilà l'histoire au niveau du rhum, ben déjà par mes origines, hein, je suis antillais du côté paternel, donc j'ai été élevé au rhum agricole. Et donc pour vraiment faire une petite introduction assez rapide, en fait je suis parti au Cap-Vert il y a une dizaine d'années, par hasard, en vacances. J'ai rencontré des gens adorables. Voilà, j'ai eu, on va dire, le Sodade qui m'a effleuré le cœur, pour dire ça de manière un peu imagée. Et en fait, j'ai décidé, suite à ce voyage-là, d'y retourner chaque année, par plaisir, pour distiller et bon, pour ramasser la canne à sucre avec les gens et distiller avec les gens, parce que donc j'avais découvert une culture de la canne un peu ancestrale. J'avais l'impression de me croire un peu en fait aux origines du rhum. Et donc, suite à cet enchaînement de pèlerinage un peu printanier, hein, parce que donc, la distillation de la canne au Cap-Vert, c'est de janvier à mi-mai, juin à peu près. Donc, c'est très saisonnier. Il y a maintenant 5 ans, l'un de mes amis, qui est devenu mon partenaire, mon associé, John Santos, m'a proposé qu'on en vende en France. De là, on s'est mis d'accord sur un cahier des charges. Et donc, on a créé la marque Sodade. Donc, moi, je considère, en tout cas, voilà, comme une marque de grog capverdien authentique, mais premium. Voilà. On a essayé vraiment de tirer la qualité tout en gardant et en préservant les traditions séculaires de la plantation et de la culture du rhum là-bas. Et quelles sont les spécificités du grog? Parce qu'on fait une distinction grog-rhum. Est-ce qu'il y a une vraie différence et quelle est-elle? Quelles Donc, sont-elles? la différence se fait surtout donc, par le mode de culture. Donc, on est sur une culture de la canne qui est déjà en terrasse. On est sur des variétés de canne à sucre qui sont endémiques. Donc, moi, les deux variétés de canne que je travaille là-bas, donc c'est la canne Bourbon capverdienne et la canne rouge capverdienne. Hein, donc, ne pas confondre. Donc, elles sont vraiment propres, elles sont rustiques. Donc, plantation de la canne en terrasse, fermentation des jus à l'aide de levure sauvage. Il n'y a pas de levure de laboratoire au Cap-Vert. Des fermentations qui vont entre 12 et 15 jours. Donc, on est sur d'assez longues fermentations qui font on est sur des rhums pur jus. Il n'y a pas de sucrerie au Cap-Vert. Hein, donc, la canne est vraiment là uniquement pour la production du grog. Et donc, surtout, la spécificité également, donc, suite voilà, les 12 à 15 jours de fermentation, la distillation en pot style capverdien. Donc, le pot style capverdien, voilà, environ 400, 450 ans, peut-être 500 ans d'existence. Hein, on n'était pas né pour le voir. À les spécificités, donc c'est un réservoir en cuivre qui fait entre 125 130 litres et qui est recouvert en fait donc de pierre et de terre pour garder justement la chaleur. Et donc on fait chauffer le vin de canne à sucre entre guillemets à l'aide de la bagasse. Il n'y a pas de bois au Cap-Vert. Donc on est vraiment sur une culture voilà, et tout ça donc donne un goût assez particulier au grog. C'est pour ça que souvent en fait quand les gens me posent la question, je leur dis, vous voyez, par exemple, en Haïti, il y a le clairin. Au Cap-Vert, on a le grog. Euh, c'est des eaux de vie de canne à sucre, pur jus, mais paysannes. Voilà. J'aime bien le dire. Je trouve que c'est qualitatif. Ouais, c'est un beau résumé. Ce sont des rhums qui sortent, enfin qui tirent à combien en sortie d'alambic à peu près? Alors, dans le process, en tout cas, que nous, on a donc avec mes deux associés, donc John et Emmanuel au Cap-Vert, on ne dépasse jamais les 45 degrés. Voilà. En fait, le grog capverdien n'excelle jamais. Voilà. Les risques, en fait, on peut avoir des risques si on monte plus haut. Voilà. D'accord. Alors, on parle du Cap-Vert, mais ce qu'il me semble, c'est que Sodade, c'est pas seulement le Cap-Vert, c'est le Cap-Vert et la Et la, Charente-Maritime et la Charente. et la Charente, voilà. Donc, tout simplement, voilà, l'histoire de Sodade est capverdo-charentaise, on va dire. Parce que clairement, s'il n'y avait pas eu la Charente, il n'y aurait pas eu Sodade. Et puis, s'il n'y avait pas eu le Cap-Vert, il n'y aurait pas eu Sodade non plus. Voilà, donc le process, il est simple. Hein. Donc, moi, je me rends au Cap-Vert tous les printemps, pendant la saison de la canne. On distille les eaux de vie de Sodade donc, avec John et Emmanuel. Tout est, on va dire, verrouillé par un cahier des charges hein, qui permet en fait d'avoir une qualité, on va dire, garantie d'une année sur l'autre. Ensuite, les eaux de vie sont ramenées en France, en Charente, dans mes chais.
Et elles sont où? Bon, déjà, elles se reposent, parce qu'après, elles ont quasiment un mois et demi de trajet, hein, donc elles se reposent. Ou elles sont assemblées, ou elles sont vieillies en fût, ou sinon, je crée des produits. Mais toujours des produits cohérents, en fait. Je suis vraiment toujours en une recherche de cohérence. Voilà. Au niveau des cannes à sucre que vous utilisez, est-ce que vous plantez et récoltez vous-même les cannes? Est-ce que vous faites appel à des producteurs locaux? Comment est-ce que tu parlais Les, de garantir une qualité à peu près homogène? Comment est-ce que vous pouvez gérer tout ça? Alors, l'important, en fait, dans tout projet, c'est d'avoir des partenaires. Et donc, les partenaires que j'ai là-bas, donc John et Manuel, sont des gens qui étaient des amis avant d'être des partenaires associés, on va dire. Et donc, John, en plus d'être donc producteur, est mon responsable qualité et logistique là-bas. Ainsi qu'on a aussi une avocate qui assure en fait toute une filière. Voilà. Donc, en fin de compte, j'ai des personnes ressources sur place. Je veux dire clairement, hein, voilà, si ça coince à un endroit, s'il y a quoi que ce soit, je contacte John et John sur place là-bas solutionne les choses. Dans tous les cas, voilà, on se met toujours d'accord au préalable sur ce qu'on va sortir dans l'année. Euh, voilà, et lui en règle générale me contacte quand les cannes sont à maturité, donc je me rends un peu voir. Et en termes de production, vous êtes sur quelle quantité à peu près? En 2 ans et demi d'existence, Soda tourne aux alentours de 5000 bouteilles par an pour le marché français, une partie du marché belge aussi. Voilà. Donc ça reste quand même des produits qui sont très exclusifs. L'idée pour moi n'est pas d'inonder le marché. Déjà, on ne peut pas le faire, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, la production du grog est une production, j'aime à dire, hein, c'est une culture de la canne un peu de forçat. C'est du travail, c'est de la sueur. Il n'y a pas de machine. On peut pas tirer des volumes énormes. Voilà, moi je respecte le produit, je respecte les gens. Voilà, j'ai voulu créer, et je pense que c'est un peu une réussite, hein, j'ai voulu créer une économie un peu vertueuse. Ce que je veux vous dire là-dedans, c'est que John et Manuel vivent, enfin, sont rémunérés en tout cas par Sodad autant que moi. Voilà, je n'arrive pas en pays conquis, ils ne travaillent pas pour moi, on travaille ensemble. Et du coup, ça me fait rebondir. C'est quoi les typicités? Qu'est-ce qui caractérise vraiment les rhums Sodade? Moi, je dirais que donc à travers certaines cuvées, parce que c'est vrai que quand on fait quelque chose, on a souvent, je dis pas des œillères, mais c'est vrai que moi je compare, on n'est pas vraiment très nombreux à proposer du grog caberdien sur le marché. Et c'est vrai que moi, quand j'ai la tête, plutôt le nez dans mes verres à dégustation, j'essaye surtout d'avoir des feedbacks de dégustation. Et c'est vrai que la spécificité des grogs sodades, c'est ce que, par exemple, le magazine Rum Porter avait cité donc à travers la sélection d'une cuvée, c'était qu'on était arrivé en fait à un produit fin, donc un grog pur jus très fin, et d'une qualité chimique très propre, on va dire. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est mon chimiste qui analyse mes eaux de vie. Et tout en gardant justement la typicité. En fait, la marque de fabrique, déjà, de toute façon, les marques de fabrique, sinon, sont la qualité des levures sauvages. Ça, je ne vais pas vous le faire. Voilà, c'est à peu près. Je sais comment ça se fabrique, mais ça, c'est encore le secret de John Emmanuel. C'est l'héritage de père en fils depuis des générations. Voilà. Mais grossièrement, ce qui marque en fait la qualité des grogs, c'est aussi la qualité de leur levure sauvage. Et ça, c'est, on va dire, chaque producteur a son mode de production de ses levures. Et quelque part, voilà, ça donne la typicité du produit. Mais vraiment, les grog sodas, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on est vraiment, enfin moi, c'est ce que je recherche, c'est de donner des lettres de noblesse à un produit qui est à la base brut. Voilà. Et ça, c'est le travail qui se fait par contre en chai. Voilà. Et pour revenir sur l'histoire, John Emmanuel, Ouais. il produisait avant du Oui. grog juste pour, entre guillemets, leur consommation personnelle, ou est-ce que c'est quelque chose qui et était... un peu pour le marché local, voilà. Voilà, pour le marché local, pour la ville à côté, aussi peut-être pour l'île à côté. Mais sinon, c'est jamais sorti de là-bas. Et ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est que, enfin voilà, l'idée de créer Soda n'a pas été forcément la mienne, hein. Voilà. Encore une fois, je vous dis, hein, je suis un passionné depuis, voilà, j'ai passé la quarantaine, donc le papa antillais, dégusté du rhum fin des années 90, quoi. Je veux dire, je passais un peu pour un fou à cette époque-là. Et en fait, je pense que John, il a un peu quelque part tiré sur une corde sensible. C'est dans le sens où
créer une marque de rhum originale, faire connaître le Cap-Vert à travers ces produits-là. Parce que c'est vrai que souvent, moi j'ai créé Sodad avec John Emmanuel il y a 2 ans et demi. Quand je parlais de grog aux gens, les gens pensaient que je vendais de l'eau chaude avec du citron, quoi. Donc il y a eu un gros travail, mais quelque part, ce boulot un peu de pionnier, parce que je considère que c'est un peu ça, hein, c'est valorisant, parce que d'année en année, les gens se mettent à connaître. Peut-être que dans 2, 3 ans, 4 ans, les gens mettront le nez dans un grog en disant « Ah, on n'est pas sur un rhum antillais, on est sur un grog ». Et là, j'aurais peut-être réussi tout ça. Ce que je peux vous dire sinon là-dedans, c'est que John Emmanuel, il a fallu quand même qu'on travaille sur la qualité pour toucher le marché français. Parce que les premiers grogs que je ramenais de là-bas, ils étaient quand même très, très rustiques. Et je le sais, il y a un folklore, c'est très sympa le folklore, mais le marché français, les palais des Français ont... Voilà. Et puis la spécificité aussi, c'est que je pense qu'ils m'ont suivi aussi, c'est que quand je me rendais là-bas pour récolter la canne et distiller avec eux pour mon plaisir, un peu comme on fait les vendanges, je ramenais souvent des cadeaux. Et qu'est-ce qu'on ramène? Qu'est-ce qu'un Charentais ramène? Il ramène souvent du cognac, quoi. Donc je ramenais du cognac à John Emmanuel. Donc je pense qu'ils m'ont quelque part un peu identifié. Et l'idée, c'était vraiment le travail de qualité. Et je pense que John, il a adhéré à ce cahier des charges. Il a vraiment eu un désir d'exporter le Cap-Verdian Ray of Life, on va dire, à travers ce grog. Parce que oui, le cognac, c'est bon, c'est super chic. On ne va pas essayer d'atteindre le prestige, mais en tout cas, de tirer vers une qualité. Voilà. Toujours aller plus loin. Toujours. Avant de passer sur les produits et connaître un peu plus sur ta gamme, on a peut-être quelques images de ce qui se passe au Cap-Vert, justement, non? Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, je l'aime beaucoup. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, je l'aime beaucoup.
je t'aime beaucoup. Petit, petit, je l'aime beaucoup. Return soda, soda, soda. Return soda, soda, selfie. Ouais, de superbes images qui nous font vraiment voyager et rêver. C'est magnifique. Du coup, ça m'amène beaucoup de questions sur les process de fabrication. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Donc voilà, à travers donc, la vidéo que vous venez de voir, vous avez pu déjà voir justement la plantation de la canne qui se fait donc en terrasse. Donc aucune mécanisation possible. Comme je disais tout à l'heure, un vrai travail de forçat. Hein. Je pense que vous avez pu le constater. Hein. Aussi donc l'aridité du climat. Je ne vous cache pas que voilà, ce sont des variétés de cannes rustiques, donc elles sont adaptées, mais elles sont en partie irriguées. Hein. On respecte l'eau au Cap-Vert. Et tu as une concentration en sucre qui est forte sur ces cannes-là ou au contraire qui va plutôt être légère? Alors, dans les comparaisons, je vous dirais que par leur rusticité, en fait, les cannes capverdiennes donneront quand même moins de jus que les cannes qu'on connaît dans les Antilles. Bon, c'est pas du tout les mêmes rendements. Non, clairement, clairement. En fait, donc les deux variétés de cannes, donc la canne Bourbon a plutôt tendance à donner, on va dire, quelque part plus de jus que la canne rouge qu'on travaille également. La canne rouge, par contre, du Cap-Vert, bien sûr. Hein, la canne rouge a plutôt tendance à donner, comment dire, plus d'aromatique, peut-être plus de gras. Voilà. On a vu ton alambic tout à l'heure dans la vidéo. Enfin, c'est ce que j'ai pris au début pour un four. C'est assez amusant et c'est vrai que c'est super surprenant. Comment est-ce que tu arrives à maîtriser ça? Comment est-ce que c'est construit en réalité? Parce qu'on le voit sous un amas de pierre, je dirais. Ouais. Mais on a du mal à se représenter clairement ce que c'est. Alors bon, juste pour préciser, ce sont pas mes alambics. Hein. Je ne possède rien. Là-bas, c'est juste que voilà, il faut rendre à César ce qu'il y a à César. Hein. Ce ne sont pas les miens. Je n'ai rien acheté. Hein, donc voilà. Moi, au contraire, ce sont où les alambics c'est où l'alambic de John. Donc là, celui que vous voyez sur la vidéo, donc c'est l'alambic de Manuel. Donc au fond de la vallée de Champedre. Donc là, ce que vous voyez, c'est pas un four, c'est pas un alambic en pierre. En fait, sous la pierre, vous avez vous voyez la bagasse. Vous avez en fait un réservoir qui fait entre 125 et 130 litres, qui est lui en cuivre. On le recouvre de pierre et de terre pour justement créer de l'isolant. En fait, pour isoler, pour vraiment que ça puisse monter en température. Donc le vin de canne à sucre qui a fermenté entre 12 et 15 jours, donc est chauffé. Passe dans vous avez remarqué une tête comme un demi-fût en bois. Donc passe là-dedans et est refroidi dans le double tuyau. Donc vous voyez un tuyau, en fait, il y a un tuyau à l'intérieur qui est en cuivre. Et on fait passer de l'eau de source entre les deux tuyaux, ce qui fait condenser le produit. Donc on se demande, mais comment on peut faire un alcool de qualité là-dedans? On y est arrivé avec John Emmanuel. Voilà. Vous avez vu l'un des salariés de Manuel mettre de la bagasse dans l'alambic. Voilà. Et là, vous arrivez dans la petite cabirotte. Donc ça, c'est Manuel Junior qui nous montre que justement, ce sont les têtes. Voilà, et parce que vous avez remarqué que donc, sur ces alambics-là, on n'a pas de degré, on ne sait pas combien de degrés passent. Bon, heureusement, la culture du grog est séculaire, ce qui fait que Manuel connaît ça de son père, qui le connaissait de son père et de son père. Donc, tout est réglé comme du papier à musique. Mais grossièrement, en fait, on enlève les têtes et les queues par titrage volumétrique. Enfin, on enlève des volumes. Voilà. Donc, ça donne quand même un côté un peu aléatoire. Voilà. Et là, on voit les cannes qui sont pressées, elles Voilà. sont récoltées et directement pressées. Il y a un temps de repos. Le but, c'est pour vous d'aller le plus vite possible. Elles sont souvent pressées dans la même journée en fait. Hein. Voilà, ça va quand même relativement vite.
Ce que je peux vous dire, donc là, bon voilà, c'est un pressoir, on va dire, un pressoir, on va dire, oui, typique. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous remontez, bon, il y a encore quelques vallées qui le font encore. Vous remontez à quoi, une dizaine d'années à Champèdre, c'était encore des animaux qui actionnaient un moulin, hein. Voilà. Donc là, ce que vous avez vu, cette broyeuse à canne est la seule chose qui soit mécanisée dans tout le processus. Voilà. Et Voilà. si on en vient sur les produits, quelle est la gamme aujourd'hui de Sodade? Donc la gamme de Sodade, maintenant, on arrive aux alentours de 7 références, à peu près. Voilà. J'ai fait donc toujours à base de 100% canne bourbon capverdienne ou canne rouge capverdienne. L'idée a été de, quelque part, aller chercher une cohérence, puis aussi se servir aussi de tout ce qui est tradition. Voilà. Je ne sais pas si je peux les montrer. Voilà. Bon, là, vous avez par exemple la canne bourbon que. Pardon, voilà. Pardon. Ah, yes. Ah, je vais y arriver. Là-bas. Waouh, là-bas. Excusez-moi. Voilà, vous avez donc la canne bourbon qui a été sélectionnée donc, par le magazine Reporter pour ses qualités, pour sa finesse. Donc voilà, un blanc. Après, ce qu'il faut aussi admettre, hein, c'est que quelque part, le marché aime bien le vieilli. Le principe est aussi d'élargir la gamme pour essayer d'aller chercher un maximum de gens. Voilà. Donc j'ai sorti, donc il n'y a pas longtemps, j'ai sorti mon premier 4 ans. Donc toujours canne bourbon, vieillissement, donc le même process, hein, toujours 15 jours de fermentation, 100% canne bourbon, distillation de 1 passe et demie en pot style capverdien. Là-dessus, donc un vieillissement de 3 ans et demi, donc 42 mois en ex-fût de vin de Madère au Cap-Vert chez Manuel. Et là-dessus, un finish de 6 mois en ex-fût de rhum agricole Martinique. C'est pour ça que je l'ai appelé Escalantillaise. C'est mon héritage. Je trouvais ça hyper intéressant. Voilà. Le fameux Sandragon de Sodade, donc, qui est en rupture de stock depuis décembre dernier, qui est on peut dire pas une tradition, mais qui a été inventé à une époque où les Capverdiens voulaient teinter leur rhum pour le vendre plus cher. En fait, ils le faisaient passer pour un vieux, donc ils mettaient de la sève d'arbre, de la sève de dragonnier. C'est un produit un peu de contrebande qui était un peu interdit là-bas. Et moi, je trouvais ça intéressant en fait de le remettre, pas au goût du jour, mais voilà, c'est historique. Donc 95-96% de canne rouge capverdienne, donc toujours le même process, et aux alentours de 4% de sève de dragonnier. Donc le dragonnier capverdien qui a une sève rouge comme le sang, qui a une sève qui a la couleur et la texture du sang. Donc d'où le sang du dragon, le sang dragon. Donc d'ailleurs, pour la petite info, j'en refais cette année. Donc normalement, vous devriez en avoir, hein, parce que voilà, on m'en demande souvent. Vous devriez en avoir à l'automne. Voilà. Donc pour patienter. Voilà. L'intérêt dans le grog capverdien, c'est qu'on est quand même sur donc des choses comme tu m'as posé la question. Voilà, des choses assez. On est vraiment sur du naturel. On est sur du paysan. On est sur des le Cap-Vert n'a jamais connu de pesticides. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais eu l'argent pour se les acheter. Donc même les terres sont propres. Je veux dire, on est vraiment j'ai pas à mettre n'importe quel label sur mes bouteilles. Ce qui sort de mes bouteilles, ça dépasse le biologique. On est au-delà, on est au naturel. Et il me semble que tu prêtes une attention particulière parce que tes bouteilles et tes étiquettes également Oui. sont respectueuses. C'est également. Ça. En fait, il a fallu trouver toujours de la cohérence. Je veux toujours que ça soit cohérent. Donc, j'ai choisi un packaging à la mesure. Donc, ça fait 2 ans et demi. Donc, mes bouteilles sont recyclées à 100%. C'est pour ça qu'elles sont bleu-vertes. Donc, elles vont du bleu au vert, un vert un peu plus foncé, en fonction de ce que les gens mettent au container. Et les étiquettes sont en fibre de canne à sucre. Donc, depuis toujours. Enfin, depuis la création. Voilà. Ce que je peux juste dire, c'est que ce qui est intéressant, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que les grogs capverdiens sont très accessibles au niveau gustatif. On n'est pas sur des choses qui culminent à des degrés. Voilà. Et quelque part, j'invite aux curieux de tenter l'aventure, entre guillemets, de goûter, parce que, je ne sais pas si vous êtes amateur de rhum sud-américain, des choses assez rondes, voilà, et que vous voulez passer au pur jus, et que peut-être les brutes de colonne font peut-être peur à certains, faites une petite étape, une petite escale au Cap-Vert, vous verrez, c'est très abordable, c'est
très aromatique et c'est voilà, je dirais que c'est limite que c'est de l'amour en fait. Donc voilà, allez-y. Et Jonathan est au rez-de-chaussée du Sorum, donc n'hésitez pas à aller le voir pour découvrir tout ça et déguster tout ça. Comme mot de la fin, j'avais quand même une question qui est est-ce que ça signifie quelque chose, Sodade? Alors le soda, bon, Césaria Evora avait fait une chanson voilà qu'on connaît, hein, que d'ailleurs que vous avez entendu donc la reprise dans la vidéo. Moi, en fait, c'est ce qu'on me disait quand je repartais de là-bas, donc après avoir passé 2 semaines à récolter la canne et à distiller. Vous savez bien, c'est comme les vendanges, hein, quand on travaille avec les gens et que le soir on fait un peu la bringue, au bout de 15 jours, on se quitte presque en pleurant et les gens me disaient souvent Sodade, Jonathan, Sodade. Et donc, c'est donc, à ne pas confondre entre guillemets, mais c'est plus ou moins une signification commune. Il y a le saudade portugais ou brésilien, le saudade SODADE, c'est capverdien, donc c'est insulaire. Hein. Donc cet état de mélancolie qui dirait un peu positif. Mais en fait, grossièrement, il n'y a pas de traduction en français. Encore une fois, ce que j'invite les gens, c'est aller faire un tour au Cap-Vert. Et souvent, les gens m'appellent en me disant oui, je me rends au Cap-Vert, j'aimerais aller voir les plantations de soda. Donc je les mets en contact avec John pour qu'ils aillent voir les plantations. Et souvent, quand ils reviennent, ils me disent ah, j'ai compris ce que voulait dire Sodane. Voilà. Ça ne se traduit pas forcément, ça se vit. Voilà. Mais c'est oui, c'est un état de mélancolie, mais positif. C'est voilà, tous les bons moments passés. Merci beaucoup, Jonathan, Merci à toi. et très bon salon. Merci.